Merci Véronique pour l'introduction et merci aussi à Wilson pour son leadership incontesté et infatigable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas avancé à la vitesse à laquelle sont avancées au Québec si on n'avait pas Wilson. Et puis si on n'avait pas non plus des patients aussi engagés que vous. Et donc moi je vous remercie aussi de participer et de venir et nous aider aussi et de s'entraider dans nos connaissances. Lorsqu'on a parlé avec Wilson sur la conférence, on a essayé de réfléchir sur les différents sujets qu'on devait traiter, même si on commence à être assez fatigué de parler de la COVID et on voudrait passer à autre chose. Je pense qu'on ne pouvait pas ne pas parler de la COVID-19. Donc, on va essayer de faire un peu l'état des connaissances. Et donc, on va essayer de vous en parler. Alors, Stéphanie, on va essayer de faire ça en duo. Dans nos divulgations antérieures, j'ai quelques financements d'activités de recherche, effectivement, et Stéphanie a des activités aussi, des financements de la recherche, entre autres d'une bourse de Pfizer et de la Société canadienne d'hématologie, mais on va parler d'aucun médicament qui pourrait influencer la présentation. Donc, dans les objectifs qu'on va avoir, on veut souhaiter essayer de synthétiser l'état des connaissances sur la COVID-19 en date d'aujourd'hui, de novembre 2020. On va vous présenter un peu des données qui existent à travers le monde, des données internationales. Stéphanie vous parlera aussi du registre français et puis vous parlera de l'initiative qu'on a mis sur pied avec elle et avec l'aide importante d'un de nos collègues qui s'appelle Dr Tai Tran, qui fait aussi énormément de recherches en oncohématologie. Et puis, on va essayer d'aborder aussi d'essayer de voir quels sont les différents risques à travers les âges et qu'est-ce qui peut influencer un peu le risque de cette infection virale. Donc, tout d'abord, peut-être juste donner quelques points sur l'anémie falciforme. Je remercie Dr Giguère pour avoir fait une mise au point, une mise à jour du dépistage néonatal. Je pense que grâce au dépistage néonatal, on reconnaît quand même, on a une meilleure image et idée du nombre de patients. Et je pense qu'on doit vraiment, maintenant, on a les chiffres pour pouvoir dire et affirmer l'anémie falciforme est la maladie génétique la plus fréquente au Québec et je pense que c'est vrai pour le Canada comme c'est vrai en fin de compte à travers le monde. Mais on a maintenant des chiffres qui appuient ce qu'on a essayé de dire depuis longtemps. En termes de suivi actif, on estime à travers le nombre de patients qui sont suivis dans les différentes cliniques qu'il y a plus de 1500 patients qui vivent avec l'anémie falciforme dans notre province. Pourquoi parler du COVID-19? Ce n'est pas seulement un sujet d'actualité parce qu'on est tous affectés dans nos vies quotidiennes, et que ce soit dans notre travail ou dans notre santé. Mais on avait aussi une grosse crainte quand cette maladie est apparue que les patients avec anémie falciforme puissent être affectés. Puis, on essaie de faire un peu un parallèle entre la particularité de la maladie COVID-19 et la maladie falciforme. Vous savez que la maladie falciforme, c'est une maladie, comme Dr Simpson vous l'a bien illustré, c'est une maladie génétique qui affecte les globules rouges. C'est associé par une destruction des globules rouges, mais c'est aussi associé à un état inflammatoire assez marqué. Et parmi les organes qui sont sensibles, on a les poumons, avec ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu. Et on reconnaît aussi que nos patients sont plus à risque de thrombose. C'est des choses qui sont bien reconnues. Par exemple, lorsque les patients sont hospitalisés, on voit une incidence de thrombose, pas seulement chez les adultes, mais on commence aussi à le voir aussi au milieu pédiatrique, que le risque de thrombose est accru quand on le compare à une population qui n'a pas l'anémie falciforme. Et puis, on a parlé des particularités raciales ou ethniques, même si l'anémie falciforme n'est pas exclusivement représentée dans les personnes d'origine africaine, les patients sont majoritairement d'origine africaine. Qu'est-ce qu'on a constaté dans le COVID-19? C'est aussi une maladie pro-inflammatoire qui affecte particulièrement les voies respiratoires et les poumons. On sait que dans ce qui est associé aux complications et à la morbidité, mais aussi à la mortalité, c'est que l'on observe une augmentation de complications thrombotiques. Et on a observé aussi que les patients d'origine africaine semblent être particulièrement à risque de forme sévère.
Et ce qu'on va essayer de voir, c'est en fin de compte, est-ce que ces différents points, en particulier les éléments ethniques, sont liés à des particularités qui pourraient être génétiques, ou est-ce qu'en fin de compte, est-ce que c'est lié peut-être plus en partie à des déterminants sociodémographiques et probablement aussi à des modèles de santé. Pourquoi parler donc de ces complications? On va peut-être juste voir aussi sur la complication particulière. Donc, je vous ai montré que la COVID-19, il y avait un peu un parallélisme dans ce que ça pouvait faire. Une des choses particulières, c'est le syndrome thoracique aigu. Quand la COVID-19 a commencé, on a eu extrêmement peur qu'on puisse voir une explosion de cette complication qu'est le syndrome thoracique aigu. Le syndrome thoracique aigu, c'est la deuxième cause d'hospitalisation de patients avec anémie falciforme. Elle se définit par l'apparition d'infiltrats pulmonaires, donc de changements sur la radiographie du poumon, associés à des symptômes respiratoires, que ce soit fièvre, douleur thoracique ou autre. Et c'est une complication qui peut être extrêmement sévère, qui peut nécessiter une hospitalisation en milieu de soins intensifs et qui peut être renversée, entre autres, par des traitements assez intensifs, tels que des transfusions et un support ventilatoire. Et vous avez un exemple d'image radiologique où vous voyez un poumon qui, alors qu'il devrait être plutôt de couleur foncée, on voit que ce poumon est pratiquement de la même densité, de la même couleur que le cœur. Donc reflétant une inflammation. Qu'est-ce qu'on connaît sur le risque de syndrome thoracique aigu? Bien, on sait que les infections virales sont une des causes de syndrome thoracique aigu. En pédiatrie en particulier, on reconnaît que les infections sont fréquemment retrouvées et en particulier le virus se retrouve comme souvent associés à des syndromes thoraciques aigus. Ça, c'était une étude du Dr. Wyszynski qui avait porté sur pas loin de 700 épisodes. Dans les virus, diapo suivante, on reconnaît qu'en fin de compte, le nombre de virus, on parle beaucoup de la COVID-19, mais en fin de compte, il y a énormément de virus qui peuvent causer, tous les virus qui vont causer une inflammation de l'arbre respiratoire peuvent être associés à un syndrome thoracique aigu. Donc, de manière non surprenante, quand on a la saison de la grippe, l'influenza, c'est associé à plus de syndrome thoracique aigu. Chez les enfants, le virus respiratoire syncytial, l'adénovirus, ont été associés aux syndromes thoraciques aigus. Et il est bien reconnu, bien avant le COVID-19, que les virus de la famille du coronavirus peuvent être associés à cette complication. Et un point que je pense qui est important, mais je pense qu'on va vous le rappeler plusieurs fois, oui, on parle beaucoup de COVID-19, on essaie de voir quel est le niveau de danger de cette infection, mais il n'y a pas que ce COVID-19 qui est là. La première des choses, c'est que je pense que le risque de complication, elle dépend de son état de santé. Elle est dépendante aussi de ce que l'on met à disposition de sa santé pour se protéger. Donc, on reconnaît, par exemple, que le risque de syndrome thoracique aigu est plus important si on a une co-infection. Maintenant qu'on a accès à des tests plus fins pour connaître un peu plus le type de virus qui cause des problèmes respiratoires, on remarque que très souvent, on n'a pas qu'un virus, mais on a souvent 2, parfois 3 virus qui font une co-infection. Et lorsqu'on trouve des co-infections, eh bien, on a un peu plus de risque de complications. Donc, à cet égard, essayons de nous protéger sur ce. Pourquoi on peut se protéger, en particulier la grippe. La saison de grippe arrive, eh bien, on peut essayer de se protéger pour la grippe parce que ça va diminuer le risque de syndrome thoracique aigu, non seulement celui associé à une infection de la grippe, mais aussi si on est co-infecté avec la grippe et un autre virus, en particulier la COVID-19. Si on se concentre un peu sur le COVID-19, qu'est-ce que c'est? Vous savez que c'est un virus qui est apparu dans la région de Hubei, en Chine, en décembre de l'année passée, qui a assez rapidement progressé. La pandémie a été déclarée par l'OMS en mars de cette année. Qu'est-ce que ça fait comme symptôme? D'une part, c'est un virus respiratoire qui est transmis par les gouttelettes. L'incubation est de l'ordre de 1 à 14 jours. Et puis, le type de maladie est très variable d'une personne à l'autre. Et les symptômes initiaux, vous les connaissez. Je pense que je ne vais pas vous passer trop de temps là-dessus parce qu'on en entend tellement parler, mais rappelez que, entre autres, ça peut faire les symptômes
un peu comme les symptômes grippaux, de la fièvre, de la fatigue, de la toux, des céphalées, des douleurs musculaires. On reconnaît que plusieurs personnes peuvent souffrir de symptômes gastro-intestinaux, en particulier de la diarrhée. Et comme symptôme particulier, on retrouve assez fréquemment une perte de l'odorat, ce qu'on appelle l'anosmie. Dans les complications de la COVID, chez les personnes qui développent des formes sévères, eh bien, on voit qu'une des choses qui est souvent associée à des complications et un risque de mortalité, c'est le développement de thrombose. Et la mise en évidence de ce type de complications a été aussi à la base d'une partie de la prise en charge. Et en reconnaissant ce type de complications, c'est clair qu'on a pu aussi affiner la prise en charge des patients très malades. C'est une des raisons pour laquelle on pense que la mortalité, si on compare par rapport au début de la pandémie par rapport à aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui influence un peu le changement dans la mortalité. C'est qu'on apprend mieux de ce qui va compliquer la maladie et d'adresser et de prévenir certaines de ces complications. C'est par exemple maintenant devenu un standard pour les patients hospitalisés avec une infection COVID-19 de recevoir une anticoagulation tant en pédiatrie qu'en milieu adulte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme facteur de sévérité? On reconnaît, on va le voir plus en détail à travers différents registres, on reconnaît que l'âge est associé à plus de sévérité. Plus on est âgé, plus on a un risque d'avoir de complications. Que des maladies chroniques, en particulier l'obésité, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale et le diabète, sont associés à une augmentation de risque de complications et possiblement l'origine ethnique. Et je dis possiblement parce que moi, je pense qu'on doit revenir sur cette question de savoir est-ce que cette différence est influencée avant tout selon nos origines ethniques et par notre génétique. Mais est-ce que cette augmentation de risque qui a été observée en particulier aux États-Unis dans la population afro-américaine est aussi associée à des différences de déterminants sociodémographiques? Et c'est ce qu'on va essayer de tirer aussi un petit peu au clair. Alors, juste comme autre point important, là, Stéphanie, si tu peux revenir sur la diapo avant, j'aimerais répéter aussi une chose. Il faut être conscient qu'il y a des facteurs de risque qu'on peut modifier et d'autres qu'on ne peut pas modifier. L'âge, nos origines, on ne peut pas vraiment les modifier. Par contre, il y a certaines choses qui vont influencer notre comorbidité, comme l'obésité, notre tendance à pouvoir avoir des maladies cardiovasculaires, qu'on peut influencer par rapport à nos comportements. Et ça, on va revenir aussi par la suite de voir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, nous, pour essayer d'être un peu moins à risque. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va essayer de voir sur qu'est-ce qui est connu et une façon de mieux connaître. Il y a eu des registres qui ont été effectués, qui ont été mis sur pied. Assez rapidement, aux États-Unis, il y a un groupe qui a mis sur pied un registre international, Secure Sickle Cell Disease, Secure SCD. Si vous voulez regarder en ligne, il y a beaucoup de données qui sont disponibles d'une manière tout à fait libre et ouverte. Vous voyez que sur la case d'en haut, je vous ai mis la carte du monde et ça, c'est les données qui ont été mises à jour le 23 octobre. Mais on voit que plusieurs pays à travers le monde ont soumis quelques-unes de leurs données. Le point au Canada, c'est avant tout des données qui ont été soumises pour des patients qui ont été observés chez nous à Sainte-Justine et au CHUM. La carte du Canada, je vous l'ai mis à titre indicatif et ce n'est pas comme Dr. Giguère l'a dit dans sa présentation pour parler des grands électeurs. On va laisser ça à d'autres plateformes. Alors, qu'est-ce que ce registre international nous a montré? Donc, la première des choses, c'est on voit qu'il y a quand même un nombre assez important de patients qui ont été rapportés dans ce registre. En fin octobre, il y avait 420 patients qui avaient été rapportés. L'âge moyen était de 24 ans. On voit qu'il y a une majorité de patients qui sont dans les 20 premières années. Je trouve que cette distribution est assez intéressante parce qu'elle nous montre quand même, elle reflète probablement clairement la population qui ont l'anémie falciforme. On voit qu'il y a encore c'est une population qui est encore relativement jeune. Ce n'est pas une bonne chose de voir qu'il y a eu des infections à tous les âges, mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qu'on a un pourcentage non négligeable de patients qui ont plus que 50, plus que 60, et qui s'approchent même de 70 ans. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que les patients
on a des patients avec anémie falciforme qui ont plus de 50 ans. Ça, c'est important de le reconnaître. OK? Alors, comment est-ce que l'âge a influencé et est-ce qu'on a eu des déterminants qui ont influencé la sévérité de l'infection dans ce registre? C'est ce qu'on va voir dans la diapo suivante. Comment est-ce que ces patients se sont présentés? Bien, on voit que, d'une part, la douleur étant une présentation initiale, donc une exacerbation de la douleur, sans forcément qu'elle soit associée avec d'autres symptômes infectieux, peut être un mode de présentation initiale. C'est des choses qu'on observe, en tous les cas, qui sont rapportées en partie chez les enfants, mais qui sont aussi rapportées chez les adultes. Douleur et pneumonie étaient rapportés comme symptômes initiaux dans un peu plus de 15% des cas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme intervention? Eh bien, on voit quand même que beaucoup de patients ont eu des visites aux urgences, 75%, mais ça veut dire qu'il y a 24% des patients qui ont été diagnostiqués, entre autres, lors des visites de routine ou lors d'un test de screening, des choses qui sont arrivées. On voit que dans les patients qui ont été diagnostiqués, il y a un peu plus de la moitié qui ont nécessité des hospitalisations. Mais le point important, ça veut dire qu'il y a quand même 40% des patients qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation. 10% des patients ont présenté des cas sévères. Lorsque les patients ont été hospitalisés, la durée moyenne était de l'ordre de 8 jours. Et quand on regarde en termes de sévérité et qu'est-ce qui a déterminé un petit peu le risque de sévérité, on voit que on a plus de risque d'avoir de complications et de risque de décès, d'une part, si on est hospitalisé. Mais encore plus, c'est clair que si on est hospitalisé aux soins intensifs, c'est un reflet de la sévérité. D'accord? Diapo suivante. Et si on regarde un peu plus en détail sur les caractéristiques qui ont été associées à plus de risques de complications et de décès, eh bien, si on y va étape par étape, si vous regardez tout en bas, le risque de décès est absent chez les enfants. Il y a eu un seul patient, mais qui est un cas qui est très particulier quand on écoute la description de ce patient entre l'âge de 10 à 18 ans. Et je reste quand même très interrogatif de savoir est-ce que le COVID a été la seule cause qui a mené au décès de ce patient de manière malheureuse. Et on voit que la mortalité augmente. Elle est en dessous de 10% en dessous de l'âge de 40 ans. Et on voit quand même que chez les 5 patients qui avaient plus de 65 ans et plus, la mortalité était de 20%. On n'est pas dans une mortalité qui est tant différente que la mortalité décrite dans la population générale quand on compare, surtout quand on regarde par rapport à la mortalité aux États-Unis, puisque la majorité des patients ont été rapportés aux États-Unis. Et on voit aussi, comme je vous disais, de manière non étonnante que le risque de décès est le reflet de la sévérité et donc de manière non surprenante que le risque d'être hospitalisé aux soins intensifs peut être corrélé à un certain risque une augmentation de risque de mortalité. Diapo suivante. Donc, les facteurs de risque de décès possibles, eh bien, ce que ce registre suggère, c'est que les hommes pourraient être un tout petit peu plus à risque que les femmes. Là, c'est associé à plus de risques de complications. Que les patients qui avaient des génotypes de type SC et S-bêta, et ça c'était quelque chose qui a été en partie surprenante, semblaient être un peu plus à risque d'avoir des complications sévères que des personnes qui avaient des atteintes rénales, en particulier des personnes adultes qui avaient nécessité de soutien rénaux et entre autres des dialyses rénales, étaient beaucoup plus à risque d'avoir des formes sévères et de décès, de même que des patients qui avaient souffert d'accidents vasculaires cérébraux. Mais on voit aussi qu'il y a des facteurs modifiables. La prise d'hydroxyurée était associée à moins de risques de complications, moins de risques d'hospitalisation. L'hydroxyurée est donc protecteur. Et cette protection de l'hydroxyurée est quelque chose qui a été aussi démontré lors d'autres infections, en particulier d'infections au H1N1 dans la période de 2009-2010. Et on voit aussi qu'il y a des choses qu'on peut s'influencer. Je reviens sur les bonnes habitudes de vie. Si on réfléchit que l'obésité est associée à un risque,
eh bien, si je fais de l'activité physique et je fais attention à ma nutrition et que je fais attention sur des bonnes habitudes qui vont me permettre d'être en meilleure santé, mais c'est aussi une façon de se protéger. Euh, donc voilà un peu les leçons, ce que l'on peut tirer de ce registre. Alors, c'est important de voir que ça, c'est un peu le reflet, ce registre est le reflet d'une base de données qui est majoritairement située aux États-Unis, avec un système de santé qui est très particulier. Et on voit aussi, comme je vous disais, que dans la santé, bien, on a des déterminants qui sont importants. Je ne vais pas revenir sur ce que Dr. Simpson nous a brillamment démontré, mais on voit qu'on a un déterminant sur notre qualité et sur notre santé en fonction de certains déterminants sociaux. Et je crois que c'est important d'essayer d'influencer sur ces déterminants sociaux. Alors, pour essayer un petit peu de réfléchir à ça, Stéphanie a aussi regardé auprès du registre français et puis on a essayé de collecter des données purement québécoises. Donc, nous, on a soumis des données de nos patients dans le registre international, mais on trouvait aussi extrêmement important d'essayer d'avoir notre propre données pour essayer de mieux tenir compte de nos réalités sociodémographiques et de notre système de santé. Donc, Stéphanie, je te passe la parole pour la suite. Bon, ben, bonjour tout le monde. Alors, merci Yves. Là, je vais vous présenter les données du registre français et au fait, c'est des données qui nous ont beaucoup aidés au début de la pandémie, de la première vague, parce que comme vous savez, on a tous été pris un peu de surprise et de court, puis c'était une situation totalement inédite. Donc, l'aide de nos collègues français a été la bienvenue. Donc, eux, comme vous savez, ils ont eu des cas très tôt là, au début de l'année 2020, puis ont rapidement passé un confinement là, en mars 2020. Et rapidement aussi, on a vu une saturation des soins de santé avec énormément de décès. Et donc, c'est sûr qu'on était inquiets aussi particulièrement pour les patients avec maladies falciformes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est le pays en Europe où il y a le plus de patients avec maladies falciformes. Donc, comme au Canada, il n'y a pas de registre officiel, mais on estime qu'il y a environ 30 000 patients avec maladies falciformes. Et la moitié vit en Île-de-France, donc Paris et les banlieues. Et ce qui est assez inspirant dans le modèle français, c'est que les soins sont coordonnés par un programme national des maladies rares. Donc, il y a la filière des maladies congénitales des globules rouges qui est organisée de façon hiérarchisée avec 2 centres coordinateurs. Donc, il y a un centre à Henri-Mondor et un centre en Guadeloupe. Et ensuite, il y a des centres de référence qui ont quand même l'expertise pour voir les patients, mais qui vont souvent demander l'opinion donc au centre coordonnateur. Et ensuite, il y a des centres associés. Donc, c'est sûr que dans une situation de crise sanitaire, cette organisation-là a été utile à la fois pour diffuser l'information sur les soins, mais aussi pour collecter des données. Donc, rapidement, en fait, il y a un registre de la COVID-19 qui s'est mis en place et ça fonctionnait avec le bon vieux fax. Et c'était un formulaire au fait que les différents médecins remplissaient et ensuite faxaient à un numéro central. Et ça a permis, au fait, en moins d'un mois, de collecter là, de l'information sur 83 patients de 24 centres. Et ces données ont été rapidement partagées avec tous les médecins et ça a été publié aussi rapidement. Donc, dans le registre, donc 83 patients, l'âge médian, c'était 33 ans et il y avait quand même plusieurs enfants inclus. Donc, il y en avait 12 enfants donc de 14 ans et moins. Et fait intéressant, il y avait quand même près de 60% des patients qui avaient un antécédent de syndrome thoracique aigu dans la dernière année, ce qui est beaucoup. Donc, on voit quand même que c'était des patients quand même avec une certaine charge de comorbidité. Et dans le registre, ils ont regardé seulement les patients hospitalisés, mais on sait très bien que plusieurs patients avec maladies falciformes et COVID-19 sont en fait traités dans la communauté. Là-dedans, on voit qu'au fait, la sévérité augmente avec l'âge et on va regarder ça plus en détail. Donc, si on regarde les 0 à 14 ans, on peut aller tout de suite à la dernière ligne. Donc, on voit qu'il n'y a aucun enfant qui a eu besoin d'intubation ou ventilation, comme on dit.
Là-dedans, il y en a 4 qui ont eu, la durée moyenne d'hospitalisation était de 4 jours et il y a 33% qui ont eu besoin de transfusion. Si on regarde maintenant au niveau des patients de 15 à 44 ans, on voit que là, on commence à avoir des cas de patients qui ont eu besoin d'intubation. Ça atteint en fait même 43%. Et quand on regarde maintenant notre groupe plus âgé, à ce moment-là, on voit que 71% ont eu besoin d'intubation. Donc, c'est ce qu'on voit dans la population générale aussi, qu'avec l'âge, la sévérité de la maladie augmente. Donc, fait intéressant, dans leur publication, ils ont comparé au fait les patients hospitalisés avec maladie falciforme et COVID-19 versus les autres patients en France hospitalisés avec COVID-19. Et on voit qu'au fait, si on regarde là, dans la dernière colonne, c'est la valeur P. Donc, quand c'est au-dessus de 0,05, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Donc, si on regarde en termes d'admission aux soins intensifs, il n'y avait pas de différence entre les enfants avec anémie falciforme et les enfants qui n'ont pas l'anémie falciforme. Quand on commence à regarder des groupes plus âgés, là, on voit une tendance qui est intéressante, qui est au fait un peu l'inverse que ce à quoi on s'attendrait, c'est que les patients avec anémie falciforme qui ont entre 15 et 44 ans avaient moins d'admission aux soins intensifs que les autres patients du même groupe d'âge sans anémie falciforme. Donc, on peut avoir des différentes hypothèses là-dessus. Peut-être que, justement, comme en maladie falciforme, on a tendance à hospitaliser les patients rapidement quand il y a de la fièvre, mais peut-être qu'on a hospitalisé les gens plus tôt et donc on avait plus de chances d'intervenir avant que la maladie devienne grave. Donc, ça, c'était quand même rassurant. Là où ça se corse, mais ça n'atteint pas, c'est pas statistiquement significatif, mais on voit qu'il y a une tendance à des cas plus sévères pour ceux qui ont 45 ans et qui ont la maladie falciforme si on se compare à la population générale. Et finalement, il n'y avait pas assez de patients dans le groupe 65 ans et 74 ans pour vraiment conclure. Donc, le registre français nous a appris au fait qu'en maladie falciforme, comme dans la population générale, la COVID-19 peut être une forme très légère, comme elle peut quand même être très dangereuse avec admission aux soins intensifs et même des décès. Donc, ce registre nous a appris aussi que les crises vaso-occlusives et les syndromes thoraciques aigus sont des présentations de la COVID-19 et finalement que les enfants ont généralement des formes beaucoup moins sévères que les personnes plus âgées. Fait intéressant, le fait d'avoir eu un syndrome thoracique aigu dans la dernière année était un facteur de risque pour avoir une forme plus sévère de la COVID-19. Puis globalement, ils ont pu calculer un taux de mortalité de la COVID-19 chez les patients hospitalisés qui était environ 2,4% et qui n'était pas très différent là, de la population générale. Comme le registre international, les patients avec la forme maladie falciforme SC semblaient plus à risque d'admission aux soins intensifs. Donc, nous, de notre côté, on s'est dit qu'on allait monter un registre québécois aussi pour voir nos données. Donc, là, on a vraiment eu beaucoup d'aide de Dr Tran de Sainte-Justine qui a monté tout ça. Et on a eu une collaboration là, de tous les centres là, de maladies falciformes au Québec pour bâtir ce registre. Alors, comme vous savez tous, le Québec est rapidement devenu l'épicentre de la pandémie à COVID-19 au Canada et un des épicentres en Amérique du Nord. Et on se questionnait beaucoup sur l'impact de l'infection à SARS-CoV-2 en maladie falciforme, parce qu'on avait des données un peu par-ci, par-là, mais tout était encore à bâtir et à découvrir. Donc, on a bâti ce registre qu'on a mis en place rapidement, puis on va vous présenter aujourd'hui les données de la première vague. Donc, nous, notre hypothèse de travail, c'est que les patients avec maladie falciforme sont plus à risque de forme sévère de COVID-19. Et on voulait, au fait, voir quelle était la prévalence au Québec donc, de COVID-19 dans cette population, ainsi que les complications et les facteurs de risque. Donc, on vous présente aujourd'hui les données des 6 derniers mois. Donc, ça couvre la première vague. Mais sachez qu'on continue la collecte de données et tous les centres québécois sont invités là, à soumettre leurs cas. Et on a vraiment inclus tous les génotypes, donc que ce soit SS, SC, S-bêta-tal, tout le monde est inclus et on inclut les enfants comme les adultes dans le registre.
Donc ici, les résultats. Donc notre population, donc on a 26 patients qui ont été soumis au registre, mais sachez qu'on est rendu à plus de 35 patients maintenant. Donc le registre sera mis à jour. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 3 centres qui ont soumis leurs données. Donc, il y avait le CHU de Québec, Sainte-Justine, et le plus grand centre qui a contribué, c'était donc le CHUM avec les patients suivis par donc Denis Soulière. On voit que c'était majoritairement des femmes, donc on a près de 60% là, des cas qui étaient chez des femmes. Dr Soulière est allé voir là, les données au CHUM, donc la majeure partie des patients suivis au CHUM sont des femmes. On est autour de 57%, donc ça pourrait expliquer pourquoi on a plus de femmes. Mais une des autres explications aussi, c'est qu'un grand nombre de ces cas sont des gens qui travaillent dans le système de santé. Donc vraiment, nos patients étaient vraiment sur la ligne de front là, dans la lutte contre la COVID-19. Et je pense que ça, c'est vraiment à répéter et qui est un fait très important aussi quand on parle là, aux autorités de la santé publique. C'est que 75% de nos patients qui ont eu la COVID-19 travaillent dans le système de santé ou ont un proche qui vit à la maison qui travaille dans le système de santé, donc une contribution énorme à la lutte contre la pandémie. Et donc, il faut absolument protéger aussi nos patients. En termes de génotype, on n'a pas été surpris. C'était une distribution là, à peu près moitié-moitié entre les formes SS et SC. Et on est allé voir l'ethnicité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que 100% s'identifiaient comme noirs ou afro-canadiens, mais on avait aussi des ethnicités mixtes, avec origine arabe ou hispanique. Et quand on a regardé les comorbidités, on peut dire quand même que nos patients sont globalement en assez bonne santé. Il n'y avait aucun patient qui avait un antécédent de syndrome thoracique aigu dans la dernière année. Donc, c'est un fait important parce qu'on sait que c'est un facteur de risque pour une COVID-19 sévère. Et on voit que 46% des patients sont sous programme d'hydréa et près de 27% sous programme de transfusion. Quand on regarde maintenant comment la COVID s'est présentée chez nos patients, on voit quand même qu'il y a eu un 11% des patients qui n'avaient aucun symptôme. Donc, c'est le patient qui se fait dépister parce qu'il a été en contact avec quelqu'un ou qui vient pour une chirurgie élective, qui se fait dépister et paf, positif. Il y avait quand même un quart des patients où c'était la crise de douleur qui était la présentation initiale et un 15% où c'était le syndrome thoracique aigu. Donc, c'est vraiment des particularités de la maladie falciforme et donc on a des efforts à faire là pour sensibiliser les collègues des autres spécialités pour qu'ils reconnaissent cette présentation particulière de la COVID-19 en maladie falciforme. Pour ce qui est des complications, il y a eu un événement en fait, 2 événements de thrombose. Il y a eu 2 patients qui ont nécessité de la dialyse. Et il y a un patient qui a eu des complications, 2 patients qui ont eu des complications cardiaques. On sait que pour le traitement de la COVID chez nos patients, il y a près de 40% des patients qui ont dû être hospitalisés. Mais il faut dire que là-dedans, au début, on était très inquiets et il y a plusieurs patients qui ont été hospitalisés avec peu de symptômes et finalement ont eu congé rapidement. Il y a 2 patients qui ont eu besoin d'aller aux soins intensifs et qui ont eu des longs séjours aux soins intensifs avec intubation, ventilation, dialyse, etc. C'était des patients qui n'avaient pas de suivi systématique en centre spécialisé d'anémie falciforme et qui n'avaient pas de traitement de maladie falciforme. Donc, il y avait quand même un patient là-dedans qui était jeune, dans la vingtaine, un autre qui était plus âgé, qui avait déjà plusieurs complications de la maladie falciforme qui n'étaient pas traitées. Donc, pour la prise en charge de nos patients, ça a été pas mal standard. Ce qui est particulier avec la maladie falciforme, donc c'est le rôle des transfusions. Puis en effet, les 2 patients aux soins intensifs là, ont eu des échanges transfusionnels. Les patients qui ne sont pas allés aux soins intensifs, qui sont restés à l'étage, ont eu des transfusions simples. Et tous les patients qui ont été hospitalisés ont eu au fait des médicaments pour éclaircir le sang, pour prévenir les thromboses, pour éviter cette complication-là de caillots. Donc,
si on conclut sur les données de notre registre, au fait, on est capable de calculer une prévalence de la COVID-19 chez les patients québécois avec maladie falciforme. Donc, on l'estime à 2,8 pour ces 6 premiers mois de la pandémie, ce qui est 3 fois plus élevé que la population générale du Québec. Donc, il y a plusieurs explications possibles. On peut se demander, est-ce que les patients avec maladie falciforme ont une susceptibilité biologique qui fait qu'ils ont plus de risques d'attraper cette maladie? Mais on n'a pas d'éléments là qui pourraient supporter cette hypothèse-là. Je pense qu'il y a, en tout cas en discutant avec les collègues, il y a plusieurs autres hypothèses. Donc, premièrement, on réfère rapidement nos patients pour des tests dès qu'il y a de la fièvre ou le moindre symptôme, et les patients savent qu'ils doivent venir consulter quand ils font de la fièvre. Donc, peut-être qu'on détecte plus de cas. Mais l'autre chose, c'est que les patients avec maladie falciforme ont été vraiment à la ligne de front là, dans la lutte contre la pandémie. Donc, ils ont été très, très exposés et très à risque dès le début. Puis l'autre chose, c'est les facteurs socio-économiques qu'il faut garder en compte aussi, qui pourraient expliquer ces différences. Donc ici, un message quand même d'espoir. Aucun décès dans la cohorte québécoise. Donc, on espère que ça va rester comme ça. Qu'est-ce qui explique au fait ce succès? Bon, on a appris des autres pays. Ça, c'est sûr que ça nous a aidés initialement. Mais l'accès universel aux soins qu'on a doit être protecteur aussi. Et puis, globalement, nos patients sont quand même en meilleur état de santé que les patients rapportés dans d'autres cohortes, comme aux États-Unis ou même en France. Donc, c'est sûr qu'on veut se féliciter là-dessus, mais il y a quelque chose quand même dans notre structure, dans notre système de soins qui a l'air quand même protecteur. Mais en toute transparence, il faut dire aussi que nos patients sont plus jeunes que ce qui a été rapporté dans plusieurs registres. Donc, ça aussi, ça peut être un biais et ça ne protège pas complètement les patients plus âgés. Donc, bilan de la pandémie, est-ce qu'il y a eu des impacts collatéraux? Certainement. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on a encore évalué. Avec les collègues, on regardait est-ce qu'il y a eu des effets positifs. Bon, le recours à la télémédecine, c'est sûr que c'est un ajout et c'est quelque chose qui va être là pour rester. Donc, est-ce que ça serait un moyen pour rejoindre plus de patients avec maladie falciforme à travers le Québec? Ça va être à voir. On a une impression, ce qui reste à être confirmé, qu'il y a moins d'hospitalisation. Donc, est-ce que le confinement et les nouvelles mesures barrières, les masques, le lavage des mains, fait que globalement, on attrape moins de virus qui peuvent eux aussi causer des complications en maladie falciforme? Ça aussi, ça va être à voir. Et finalement, ça a été l'occasion, cette pandémie aussi, de se réunir comme experts québécois, de travailler ensemble et de sensibiliser les différents acteurs du système de santé aux particularités de la maladie falciforme. Donc, dans les effets négatifs, je pense que chacun a vécu un stress intense avec tout ça. Et c'est sûr que la santé mentale en a pris un coup. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir évaluer. Nous, ce qui nous inquiète aussi comme équipe de soins, c'est le retard qui a été pris dans les suivis systématiques. Des rendez-vous qui ont été reportés, par exemple, en ophtalmologie ou dans d'autres spécialités. Et il y a eu certains patients aussi qui étaient très inquiets et qui ne sont pas venus à leur rendez-vous par peur d'attraper la COVID. Mais il faut garder en tête qu'il faut continuer à prendre soin de sa santé. C'est important. Et au fait, on a beaucoup appris les derniers mois et il ne manque pas d'équipement de protection dans les hôpitaux et vraiment, c'est rendu très sécuritaire de venir au rendez-vous. Donc, en termes de sensibilisation, donc on a développé un guide de prise en charge de la COVID en maladie falciforme au Québec. Donc, on a réuni des experts de tous les centres au Québec. Et donc, ça va être à mettre à jour là, au fur et à mesure que les données s'additionnent. On a fait des webinaires aussi adressés aux autres médecins qui ne sont pas des experts en maladie falciforme pour les sensibiliser. Et on a fait des démarches aussi auprès de la santé publique pour que les patients avec maladie falciforme soient reconnus comme des travailleurs à risque. Donc, les données de registre ont permis de mettre à jour, au fait, le document qui s'appelle « Les recommandations pour les travailleurs avec maladie chronique ».
Donc, dans l'angle mort complètement de la santé publique, il y avait la maladie falciforme et donc ça ne faisait pas partie de la première version du printemps. Et autre problème avec ça, c'est que comme la maladie falciforme n'était pas reconnue, ben, il n'y a pas eu de données collectées non plus au niveau provincial pour savoir combien de patients testés positifs au niveau provincial avaient la maladie falciforme. Mais là, avec les données du registre, donc on a eu des discussions, puis à partir de, dans les prochains jours, la nouvelle version va être publiée. Et les patients avec maladie falciforme doivent être reconnus comme des travailleurs à risque. Ils doivent recevoir toutes les mesures de protection. Donc ça, c'est un fait très important. Et c'est sûr qu'on va les faire circuler là, dès que c'est disponible, ces recommandations. Donc, pour finir, j'espère que ces données quand même amènent un message d'espoir. Donc, finalement, oui, les patients avec maladie falciforme sont à risque de complications, mais on sait aussi qu'il y a des moyens de se protéger. Entre autres, on voulait mettre cette diapo-là justement pour faire un petit rappel. Donc, masque, lavage des mains, les distances, ça a été martelé ad nauseum. Par contre, ce que les registres nous ont appris, c'est que de suivre son plan de traitement, donc que ce soit l'hydroxyurée, les transfusions, ça protège contre les formes sévères. On sait qu'il y a le vaccin contre la grippe qui s'en vient. Vraiment, là, c'est très important. On rappelle quand même que la grippe reste la principale cause là, de syndrome thoracique aigu de cause virale, donc plus que la COVID-19 probablement. Et ce qui est important aussi, c'est de continuer à consulter rapidement. On se rappelle qu'une pneumonie à pneumocoque là, peut tuer en 24 heures. Donc, une fièvre, ce n'est pas nécessairement la COVID, ça peut être autre chose. Donc, c'est important de consulter. Puis, nos hôpitaux sont maintenant des lieux vraiment là, bien organisés, sécuritaires pour tout le monde. Donc, on va vous laisser pour la présentation. Je vais arrêter ça ici pour laisser du temps pour les questions aussi. Puis, ça nous fera plaisir d'y répondre. Merci Stéphanie, merci Yves pour cette présentation, ma foi, très informative et je pense qu'on a eu aussi des chiffres de la vraie vie au Québec qui sont quand même, comme vous avez dit, rassurants. Donc, je suis contente qu'on va conclure aujourd'hui sur une note comme telle. Je vais commencer à lire les questions et puis vous pouvez tous participer aussi, ceux qui sont présents. Donc, première question, pour les parents d'enfants qui sont atteints de la maladie d'anémie falciforme, dont les parents, dans le fond, travaillent dans le milieu de la santé, est-ce qu'il y a également des recommandations particulières pour eux qui va sortir? Au fait, les recommandations de la santé publique touchent les travailleurs qui ont la maladie parce qu'au fait, ce que nous montrent les données du registre, c'est vraiment les adultes qui sont le plus à risque. Pour l'instant, les données là, du registre ne nous portent pas à croire que les enfants avec maladie falciforme auraient un risque accru par rapport à d'autres enfants. Et les données de la santé publique s'adressaient vraiment aux travailleurs adultes avec une maladie chronique. Parfait. On n'a pas de données sur les personnes qui ont un trait falciforme. Je n'ai pas vu d'éléments qui montraient que les personnes qui ont un trait falciforme, c'est que la majorité des parents d'enfants avec anémie falciforme. Je n'ai pas vu de données que les personnes avec un trait falciforme soient plus à risque. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à cet égard-là. Et c'est clair que, à l'exception près que si un parent a lui-même ou elle-même l'anémie falciforme, ben c'est là où on tombe dans ces recommandations. Et c'est là, je pense qu'il faut être prudent et adapter ses comportements. On a également une question ou plutôt un commentaire. Est-ce que Maisonneuve-Rosemont fait partie du registre? Et sinon, est-ce que c'est possible de les inclure? L'hôpital Maisonneuve-Rosemont enfin, tous les centres au Québec sont invités à participer on suit un processus rigoureux qui dépend aussi d'une activation au comité d'éthique. Ces activations peuvent se faire très facilement. Et on a aussi invité d'autres centres à travers le Canada de participer à
à cela et on espère que d'autres centres vont progressivement nous joindre pour qu'on ait un visage le plus complet possible. Donc, on continue les efforts pour vraiment essayer de capturer tous les patients à travers le Québec. Et puis, on espère dans les semaines et mois qui viennent que d'autres centres au Canada vont aussi nous joindre. Voilà, donc la porte est ouverte à nos collègues d'autres centres s'ils veulent intégrer le registre. Merci. Autre question, est-ce que les CUSS ont pris en considération le cas des enfants ou des personnes atteintes de l'anémie falciforme dans les statistiques de COVID au Québec? Je peux essayer de répondre peut-être par rapport à mes discussions avec l'Institut national de santé publique, parce qu'au fait, quand je leur ai posé la question à savoir combien de personnes avaient la maladie falciforme dans les positifs, ils n'avaient pas cette donnée-là. Parce que dans le formulaire, au fait, pour ceux qui ont eu la chance ou le malheur de devoir passer un test COVID, le formulaire, au fait, demande certaines maladies chroniques, mais il n'y avait pas la maladie falciforme là-dedans. Il y avait l'obésité, l'hypertension, maladie cardiaque, etc. Et il y avait un petit champ libre là où les gens pouvaient écrire l'information supplémentaire. Puis avec cette méthode-là, ils ont seulement identifié 6 cas pour tout le Québec. Sauf que nous, avec notre registre, on montre qu'il y a au moins 26 personnes qui ont eu la COVID et on sait qu'il y en a plus. Donc, je pense que cette information-là, tout simplement, n'existait pas. Et donc, dans ce sens-là, ça n'a pas été une priorité non plus ou reconnue par les CIUS. Mm-hmm. Et justement, pour faire suivre à ce commentaire également, on dit Montréal ayant certains arrondissements avec plusieurs personnes d'origine différentes, comme NDG, Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, probablement qu'on devrait sensibiliser particulièrement ces arrondissements, ce qui est tout à fait vrai. Et je pense que la discussion qu'on a aujourd'hui, ainsi que la mise en place du registre, sont des outils nécessaires, dans le fond, pour représenter nos patients auprès de la santé publique et du Québec. Donc, merci. Je vais donner la place à Mme Linda Augustin. Vous avez une question? Si vous pouvez, sur votre ordinateur, vous mettre sur le microphone pour qu'on puisse vous entendre. Madame Augustin? On ne vous entend pas, malheureusement. On vous voit. OK. Parfait, allez-y. Ah, on ne vous entend pas, madame. Je pense que votre microphone est à off. Donc, si vous descendez un petit peu vers la gauche, vous voyez mute, juste d'appuyer là. Sinon, ça me fera plaisir de lire votre question si vous voulez la taper. Entre-temps, je vais peut-être poser l'autre question à l'auditoire. Donc, qu'en est-il en fait, c'est peut-être votre question, madame. Qu'en est-il du retrait des enfants de l'école avec l'anémie falciforme? Certains médecins semblent moins sensibles au retrait des écoles des enfants qui pourraient être plus à risque. Et je pense que c'est une excellente question qui a trait au quotidien. Et je pense aussi que les données que vous nous avez présentées au Québec peuvent nous renseigner un petit peu sur les décisions médicales qui sont prises pour certains enfants. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires, Dr. Pastor ou Dr. Forte, là-dessus. Au début de la pandémie, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec les personnes atteintes de la Les données du registre nous permettent d'avoir un peu plus de précision sur l'ensemble de ces risques en fonction des âges. Donc, de manière spécifique pour les enfants. De manière générale, on reconnaît que les enfants ne sont pas vraiment à risque de faire des complications de l'infection à COVID. Et ce qui a mené à la réouverture des écoles, à la position du pédiatre québécois, de dire, mais les enfants, il faut qu'ils retournent à l'école. Leur enseignement et la socialisation, elle est tellement importante qu'il ne faut pas les empêcher d'aller à l'école. Les données du registre
les différents registres nous démontrent que les enfants ne font pas de complications. Ils sont à risque, oui, d'être hospitalisés, mais c'est la même chose à chaque épisode fébrile avec l'anémie falciforme, mais ce n'est pas spécifique à la COVID. Et donc, on n'a pas d'éléments aujourd'hui qui sont suffisamment forts pour dire l'anémie falciforme chez les enfants ne représente pas une vulnérabilité qui est suffisamment forte qui nous pousse à les retirer du milieu scolaire. Donc, la position de la toute grande majorité, en tout cas, c'est ma position, et je pense la position de la majorité de mes collègues, c'est de dire, mais un enfant, même s'il a l'anémie falciforme, il ne faut pas l'empêcher d'aller à l'école. Je dirais, la seule exception que je pourrais avoir, là, on pourrait peut-être discuter de manière un petit peu différente, c'est les enfants, mais c'est une toute petite minorité. Un enfant qui a eu un accident vasculaire cérébral, qui a certaines comorbidités. Peut-être qu'on pourrait être appelé à un peu plus de prudence. Heureusement, c'est une minorité d'enfants qui ont ce genre de complications. Ça veut dire que pour l'ensemble de nos patients qui ont l'anémie falciforme, enfants, je pense qu'on n'a pas de raison de les retirer de l'école. Et il faut qu'ils continuent à aller à l'école. C'est important pour leur éducation, c'est important pour la socialisation, comme pour tous les autres enfants. Puis pour les adultes, là, je laisserai de commenter Stéphanie. On doit être extrêmement rigoureux sur les précautions qu'on met en place. Enfants comme adultes, on doit continuer de marteler le message sur l'importance de la protection, le masque, le lavage des mains, la distance, etc. Un adulte, s'il y a certains facteurs de risque importants, ben, on doit moduler son activité. Mais là aussi, il y a une balance il faut que la personne continue de subvenir à ses propres besoins. Il y a l'importance de la socialisation qui est aussi là. Et cette balance, elle doit se discuter aussi avec les professionnels de la santé. Et notre rôle aussi, c'est de guider chaque patient là-dedans et aussi d'intervenir, comme Stéphanie l'a montré, auprès des instances pour essayer de sensibiliser sur l'importance de pouvoir adapter le milieu quand les personnes ont des vulnérabilités particulières. Je ne sais pas si ça répond à la question. Stéphanie, est-ce que tu veux commenter? Mais, je suis d'accord, c'est ça. Et puis, donc, puis ça a été la position aussi, donc, en France, rapidement, le retour des enfants à l'école dès le mois de juin, à part vraiment des cas exceptionnels là, de patients avec des comorbidités. Puis, au fait, la réflexion, c'était justement que c'était tellement important dans le développement de l'enfant. Et donc, justement, si on veut briser là, ce cercle-là justement, pour certains patients, la pauvreté, la stigmatisation, la marginalisation, bien, l'école, c'est vraiment un moyen très important donc d'améliorer les déterminants sociaux de la santé. Et donc, rapidement, donc, la filière des experts en France a adopté cette position-là aussi. Très bien. Merci, Dr. Fortin. Je peux peut-être enchérir moi-même aussi, si vous voulez. Je prends soin aussi de plusieurs patients adultes avec l'anémie falciforme et la question est toujours excellente. Vous savez, on suit les données qui évoluent à une manière grand X et puis ainsi que les rapports et les suggestions de la santé publique du Québec. Et je vous dirais, en général, on est quand même rassuré des données québécoises. On sent qu'en général, la population avec anémie falciforme, elle n'est pas nécessairement excessivement plus malade que l'équivalent du même âge, mais c'est sûr que les particularités de chaque patient, compte tenu de leur âge ou s'ils ont des antécédents de maladies cardiovasculaires ou d'ACV, on prend ça en compte. Mais on suggère bien sûr de se protéger selon la santé publique et c'est du cas par cas pour certains patients dont le travail requiert ou demande une incapacité à suivre les distanciations. Et après, on peut décider selon l'âge et les comorbidités s'il y a lieu à des retraits, mais ce n'est pas nécessairement fait d'emblée pour tout le monde, justement parce qu'on doit toujours discuter de pros and cons, de bénéfices et autres. Alors, la question de Mme Augustin qui nous vient ici, elle demande
OK. Si quelqu'un qui a l'anémie falciforme de type SS et qui est allergique aux anti-inflammatoires doit obligatoirement prendre de la morphine pour les douleurs, Madame Augustin, peux, je peux peut-être répondre en même temps qu'un de mes collègues si vous voulez. Donc, effectivement, quand on a une crise de la douleur, le traitement qu'on recommande, c'est de se garder au chaud, de très bien s'hydrater et ensuite les 3 modalités qu'on peut utiliser ensemble ou séparément selon l'intensité de la douleur. Souvent, on débute avec un acétaminophène, on peut rajouter un anti-inflammatoire pour l'aspect inflammatoire de la douleur et les opiacés, que ce soit la morphine ou les hydromorphones, peuvent aussi aider. Mais c'est sûr que si vous avez une allergie aux anti-inflammatoires, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser cela dans l'arsenal. Donc, vous avez des acétaminophènes. Vous gardez très bien hydraté. Et effectivement, un opiacé, si c'est nécessaire, serait la prochaine ligne de traitement. Mais n'oublions pas que la meilleure médecine contre les crises de douleur, bien sûr, c'est la prévention. Donc, vous voyez avec votre médecin s'il y a lieu de discuter d'un traitement tel que l'hydroxyurée pour prévenir les crises de douleur tant que possible. Et n'oubliez pas de contacter votre médecin ou la clinique si malgré tout ça, la douleur persiste, si vous devez avoir besoin d'un traitement à l'urgence. J'espère que ça répond à votre question. J'ai une autre question ici parce qu'on va bientôt clore dans les prochaines minutes. Il y a une question au point de vue d'un médicament qui a été approuvé par la FDA aux États-Unis. Donc, certains d'entre vous, peut-être, en avez-vous entendu parler, qui s'appelle le Voxzotor. Donc, est-ce que Dr. Forte ou Dr. Pastor, vous voulez commenter un petit peu au sujet de ce médicament qui est par ailleurs pas encore disponible au Canada? Souvent, le Canada est un petit peu plus, je ne vais pas dire en retard, mais doit faire ses propres études et applications avant que ce soit disponible. Donc, est-ce que vous avez quelques commentaires là-dessus? La première des choses, c'est quand même signaler que l'autorisation qui a été obtenue qui a été donnée de la FDA pour le voxélateur spécifique est une autorisation qui reste conditionnelle à l'obtention d'autres données et d'autres preuves de son efficacité. Donc, on est quand même dans une autorisation qui est très préliminaire. Les études ont montré son efficacité. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours qui regardent un peu l'efficacité sur les symptômes et beaucoup sur la douleur. La particularité de voxélateur, ça a été de regarder est-ce qu'il y a un impact sur la sévérité de l'anémie. Donc, c'est une étude qui est assez nouvelle et intéressante. C'est très, très prometteur. Mais je répète, l'autorisation est vraiment conditionnelle à l'obtention de plus de données sur la sécurité et sur la preuve de son efficacité. Il n'est pas encore, l'efficacité reste à faire aussi au niveau pédiatrique. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et donc, un des chemins qui reste à faire au Canada, c'est aussi de suivre un peu la voie de la FDA. Je serais content de voir qu'il y a eu cette approbation, même si elle est conditionnelle. Et je pense qu'il faut suivre ça de près. Mais il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour assurer l'innocuité et de connaître vraiment le bénéfice et la marge de bénéfice de ce médicament. Et en soi, je pense qu'on peut aussi relever le fait qu'on a enfin des nouveaux traitements qui s'en viennent, qui est quand même révolutionnaire, si je peux me permettre, pour nous. Et je pense que ça fait très, très longtemps qu'on attend là, de l'intérêt du monde pharmaceutique. Donc, finalement, ça s'en vient. Donc, j'ai espoir, comme mes collègues, qu'on aura d'autres outils à notre arsenal thérapeutique pour prévenir les complications de la maladie. Donc, je pense que les prochaines années, quelques décennies, vont voir une belle amélioration des traitements et des soins pour nos patients. En fait, un petit parallèle aussi, un autre commentaire ici. Qu'est-ce qui nous aiderait à comprendre pourquoi l'état de santé des patients avec anémie falciforme au Québec est peut-être plus favorable que ce qu'on voit au niveau des autres cohortes dans le monde? Un beau commentaire, parce que je pense que ça relaie un petit peu des succès peut-être locaux. Donc, je ne sais pas si vous voulez commenter pour ça. J'ose espérer que le modèle d'approche de santé que l'on a au Québec, c'est un déterminant majeur. Je
pense que c'est Très bien. l'accès aux soins, pour moi, c'est une grosse différence. C'est aussi pour ça quand même qu'il y a des différences entre ce qui est observé en France et le registre international, mais qui est très américain, qui reflète le système de santé aux États-Unis. Pour moi, je pense que c'est vraiment une des raisons. Je pense qu'on pourrait discuter et capitaliser longtemps. Je crois qu'on doit aussi avoir plus de données, plus de patients qui sont inclus pour bien comprendre, aller rechercher. Et puis, une des autres choses, je pense que Stéphanie l'a bien mentionné, là, on a quand même un pourcentage de patients qui étaient sous traitement et on voit le bénéfice quand même de traitement, entre autres de la prise régulière d'hydroxyuréa. Ça a un impact majeur sur la prévention de diverses complications, y compris complications infectieuses. Très bien. Donc, je pense qu'on va clore ce segment très intéressant, très animé. Merci pour vos commentaires, toutes les excellentes questions, les réponses à la présentation. Et je vais céder la parole